Otep, cher Kamit, aujourd'hui, comme je vous ai confirmé il y a cela quelques jours, aujourd'hui, comme je vous l'avais confirmé, je vais parler brièvement de mon expérience. Donc, qu'est-ce qui m'a poussé à devenir déjà Kemit ou Kamit et qu'est-ce qui m'a conduit à l'ouverture de cette école tout en passant par les différentes expériences que j'ai eues à vivre, ou alors ma biographie, si je peux dire ça de façon simple. Parce que j'ai vu, il y a des personnes qui ont insisté, ils ont insisté à savoir un peu mieux sur ma personnalité, donc sur ma personne et ma personnalité. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le partage que je vais faire avec vous. Alors, je suis né le 20 avril. Je suis le 20 avril 1988. Je suis né à Yaoundé. Et je suis, parmi les enfants de la maman, je suis le septième. Parce que ma maman, elle a 8 enfants. Et je suis le septième. Je suis jumeau. Voilà, je suis jumeau. Après, jumeau et moi se ressemblent très bien. Ce sont des jumeaux authentiques. Et il exerce dans le plan médicinal. Donc, en fait, il est médecin, il est docteur, il fait la chirurgie, il est docteur. Et donc, il exerce dans le plan clinique, dans le plan médicinal, donc il soigne dans le plan clinique. Et moi, je veux dire que je soigne dans le plan énergétique, dans le plan spirituel. Voilà, donc. Et quand ma maman est enceinte, elle n'a pas, disons, le docteur, bon, tout le monde s'attendait à un enfant. C'est vrai que l'échographie n'était pas développée à l'époque. Voilà, donc on s'entendait juste à avoir un enfant. Elle a accouché, un enfant était là. Mais après quelques heures, on a dit que notre enfant qui... et c'était moi. Voilà, et c'était moi. Mon frère jumeau, il avait près de 4,5 kg. Et moi, j'avais moins de 2 kilos. Ouais, je suis venu, ils sont très légers. Voilà. Et je suis de l'Ouest. Et chez nous, à l'Ouest, quand une femme a accouché les jumeaux, après ça, il faudra qu'elle accouche encore un enfant pour clôturer. Voilà. On ne laisse pas les jumeaux comme ça. Après les jumeaux, il faut encore un autre. Donc, c'est pourquoi ma maman a encore accouché. C'est pas une fille. Et voilà, on est 9 du côté de la maman, mais mon papa, il a plusieurs femmes. Donc, je suis d'une famille de polygamie. Alors, l'enfance s'est très bien passée. Nous avons eu le meilleur papa possible à cette période-là parce que il s'occupait de tout le monde, il s'occupait de ses femmes, il s'occupait de ses enfants. Personne n'en manquait de rien, que ce soit les fêtes de Noël, de Nouvel An, les anniversaires, il faisait tout ce qu'il faut faire. Donc l'enfance, c'était un moment magnifique. Voilà. Et là, nous étions au niveau, toujours à Yaoundé, au niveau de la carrière. Après la carrière, nous sommes déplacés pour Bimassi lycée, où j'ai passé toute l'adolescence. Et après, presque toute l'adolescence, voilà. Et quand j'étais dans les 16 ans, voilà, dans les 16 ans, à cette période-là, on avait fait un déplacement pour le quartier Bastos. Voilà. Le quartier Bastos, ceux qui connaissent le Cameroun de Yaoundé, c'est un quartier où vous allez rencontrer les diplomates, les ministres. C'est le quartier, euh, c'est un quartier qui est très proche même du palais présidentiel. C'est un quartier euh, très beau. Il y a beaucoup plus de riches là-bas. Voilà, les ambassadeurs, les diplomates. Et voilà, c'est un secteur assez intéressant, assez respecté. Alors,
jusqu'à... donc l'adolescence était très bien, jusqu'à en fin d'adolescence, où ça commençait à se compliquer. Alors, je me rappelle, quand j'étais dans mes 17 ans, je disais, je suivais la chorale, je suivais des choses qui sont liées à la religion, parce que la famille à la base est catholique, était catholique. Et je suivais des choses liées à la religion et je sentais une certaine attirance, voilà, pour l'ecclésiastique, ce qui est la spiritualité et pour ce qui est de la religion. Du paranormal, tout ça, ça m'attirait vraiment, ça m'attirait vraiment. Donc, à cette période-là, j'ai dit à un moment, bah, peut-être je peux faire le séminaire, il faut que je sois prêtre. Moi, on dit, bah, si c'est ce que tu sens, il n'y a pas de problème. Il a dit au vieux, il a dit, ah, il a dit, ne tente pas, ça c'est n'importe quoi, tu n'as pas besoin de ça. Et tout, je veux que tu travailles avec moi, je suis un homme d'affaires, je fais la politique et tout, je veux que tu sois avec moi. On fait les affaires ensemble et tout. J'ai dit, ok, bah, ça va, il n'y a pas de souci. J'ai laissé cette idée-là. Et quand j'étais dans mes 18-19 ans, je me promenais dans mon palais de congrès à Yaoundé. Et c'était un dimanche et il y a des gens qui faisaient, qui jouaient avec de l'énergie. Comme vous entendez, qui jouaient avec de l'énergie, ils faisaient des boules d'énergie, ils jouaient avec. Et il y a un monsieur, un maître là qui était debout sur un pied, il demandait à une dizaine de personnes de le déplacer, il n'arrivait pas à le déplacer. Donc j'ai trouvé ça fascinant et j'ai commencé à m'intéresser à cela. Et plus tard, j'ai mon ami d'enfance, il m'a dit qu'il connaît, qu'il a un ami aussi, qui est un maître dans les arts martiaux et qui maîtrise toutes ces choses-là. Et ça m'intéressait davantage, j'ai pu nous en présenter, c'est comme ça qu'on est devenus les meilleurs amis avec son autre ami. Et celui-là, entre-temps, connaissait, son papa était ministre, parce que dans le quartier où j'habitais, c'était que des ministres, des diplomates et tout ça. Son papa était ministre et son papa, lui-même, quand il était en Allemagne, il a été champion d'Europe en arts martiaux. Mon ami également, qui était mon maître, mon ami aussi, d'arts martiaux. Il était plusieurs fois aussi champion en ce qui concerne les sports de combat. Il avait une certaine maîtrise euh, énergétique, donc c'est-à-dire la manipulation d'énergie. Il maîtrisait beaucoup de choses. Il maîtrisait beaucoup de choses dans l'ésotérisme, dans le mysticisme, dans les sciences mystiques, dans toutes ces choses-là. Il en avait une maîtrise. Et pour moi, c'était comme de la drogue. Donc, je voulais toujours connaître, toujours connaître, toujours connaître. Et à un moment donné, j'ai décidé de vraiment m'engager dans cela. Et il faut noter que quand vous voulez vous engager dans une voie spirituelle, il y a un prix à payer. Donc, pas pour dire sacrifice humain, non. Un prix à payer, c'est-à-dire vous payez physiquement avec de l'argent. Vous pouvez perdre aussi d'autres choses. Ce qui fait que la classe de première a été assez compliqué pour moi. Donc, ils ont fini le collège, c'était pas facile pour moi parce que déjà, dans mes recherches, parce que je faisais beaucoup de recherches, je voyageais beaucoup aussi dans le pays pour rencontrer des mystiques, des gens qui connaissent des choses, pour apprendre d'eux. Et j'étais toujours prêt à payer ce qu'on me demandait de payer, c'est-à-dire financièrement. Voilà, même si je n'avais pas les moyens, j'essayais de, entre guillemets, créer ces moyens-là pour pouvoir payer ce qu'il fallait. Et dans mes marches, j'ai rencontré un monsieur à Kribi qui était très fort dans la voyance et qui vous dit c'est ça. Il m'avait dit deux choses. Il m'avait dit que au niveau financier, dans la famille, il y aura une certaine chute, les choses ne vont pas être comme elles sont là d'ici quelques années et que, et que je ne verrai pas 2007. Il m'a dit que c'est
impossible que je ne peux pas voir les 1007. Il dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Il m'a dit, ben, il y a certains groupes mystiques qui vont en finir avec toi. Tu ne peux pas voir en 2007. Il dit, bon, ok, on va voir. Et à partir de ce moment-là, j'ai amplifié mes recherches, j'ai amplifié mes travaux spirituels. Et j'ai fait la classe de première, je l'ai fait 4 fois. Je l'ai fait 4 fois parce que c'est pas parce que j'étais con ou je ne comprenais pas, non. C'est parce que je m'en foutais. Et pour moi, le plus important, c'était la spiritualité. J'avais compris que si je veux réaliser si je veux avoir une vie correcte, si je veux vivre ma vie comme il le faut, il faudrait que je m'engage dans la spiritualité parce que la spiritualité n'a pas de prix et voilà. Et entre-temps, je pense que cette année, j'ai un camarade de classe qui était mort assez bizarre. Il était allé juste courir, il est rentré. Et après, il est mort. Il est mort. Voilà. Donc, il y a eu des phénomènes comme ça. Parce que, voilà, j'étais dans les grands collèges. Et il y a des enfants qui vivaient des choses bizarres, étranges. Parce que parfois, les parents sont dans des choses, voilà, ils ont des choses étranges. J'avais compris donc que, bon, si je veux pas qu'un truc bizarre m'arrive, il serait mieux que je me prépare bien spirituellement. Et à cette période, je travaillais comme un malade. Hein. J'avais à peu près 6 à 7, parfois voire 8 heures de travaux énergétiques que je faisais par jour. Donc pendant que les gens, je rentrais de l'école, je rentre de l'école l'école finit à 16 heures, je suis à la maison, puisque c'était pas loin. Je suis à la maison à 17 heures au plus tard, temps de manger, se reposer. 19h, 20h au total, j'étais déjà en train de dormir pour me réveiller à 23h et travailler donc spirituellement jusqu'à 4h ou 5h du matin. Donc c'était mon programme. Ce qui fait que c'était une réalisation que la plupart des mystiques le faisaient en 2 ans, 1 an et demi. Moi je l'ai réalisé en 4-5 mois, j'avais déjà fini avec ces programmes-là. Voilà, parce que vraiment, j'avais quand même un peu exagéré au niveau du travail. Bon, si on vous fait comprendre que d'ici, quelqu'un qui est très bon dans la voyance, qui ne rate jamais ses prédications, qui vous fait comprendre que d'ici 3 ans, vous ne serez plus là. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, c'était un challenge que j'avais et nous sommes en quelle année? Voilà, nous sommes déjà en 2023, donc c'est passé depuis 2007. Donc, à cette période-là, je travaillais donc beaucoup. Voilà. Et à un moment donné, ça a été gênant pour ceux avec qui j'habitais. Parce que vous savez, vous habitez les maisons familiales. Parfois, vous voulez ouvrir la porte à 23 heures pour aller dans la cour, mettre un tapis, vous allonger, faire vos choses sur le sol, la lune et tout ça, connecter avec la terre et tout. Donc, en fin de compte, c'était gênant et j'ai commencé à avoir des problèmes aussi, dans le sens où mes parents venaient dans la maison, avec certains de mes frères, on vient à la maison, on ouvre la chambre, on fouille le lit, on soulève le matelas, on fouille les penderies, quels sont les livres que tu as? Je ne fais plus la magie ici, mes livres de spiritualité, de magie, de tout ça étaient brûlés. Voilà, on l'avait fait déjà plusieurs fois. Boule de cristal, on m'a confisqué. Miroir magique, on m'a confisqué. Les bagues, tous ces trucs, les talismans, tous ces trucs que je commandais à gauche, à droite. Les maisons indiennes, les maisons en Égypte et tout ça. Tout confisqué. Et d'autres brûlés. Et voilà, c'était un peu ça que j'ai eu à vivre comme expérience. Et à un moment donné, on avait demandé à mon frère, à l'un de mes frères, de fermer le couloir parce que vous savez dans les villas, puisqu'on habitait dans une villa, il y a des secteurs pour femmes, des secteurs pour hommes, des secteurs pour invités, des secteurs pour les parents, ainsi de suite. Donc une grosse villa, à peu près de 15 chambres.
Donc, le secteur des garçons, donc là, on demandait à l'un de mes frères donc, de fermer et que je ne puisse plus sortir pour aller travailler dans la cour. Et ensuite, on m'avait finalement envoyé à l'internat. On m'a envoyé à l'internat, on m'a envoyé connaître notre ville parce qu'il ne fallait plus que je sois en contact avec ceux qui m'initiaient et que je ne sois plus dans un endroit ou dans un moment où je maîtrise, dans lequel je peux continuer à faire mes travaux mystiques. Donc, ça ne m'avait pas totalement ralenti parce que j'avais déjà, énergétiquement, structurellement, j'avais déjà créé ce que j'étais supposé créer. J'avais déjà activé ce que j'étais supposé activer. Voilà. Donc, de 20 ans à 22 ans, j'ai eu plusieurs attaques parce que comme quelqu'un m'avait prédit donc, que je n'allais pas avoir 2007, j'ai eu beaucoup d'attaques assez sérieuses, assez graves. J'ai eu à esquiver certaines tentatives, je vais dire, on essaie de goûter mystiquement, vous comprenez ce que je vais dire. J'ai eu à expérimenter beaucoup de choses. Voilà, j'ai eu à me débattre pour ne pas, pour rester. Voilà, j'ai vécu des moments très 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 difficiles. Et je vous assure qu'il y a des jours que je me réveillais le matin, j'étais surpris que j'étais encore en vie. Vous voyez à quel point vous êtes attaqué, vous êtes persécuté. Voilà. Et quand vous allez donc dire aux proches, quand vous faites comprendre aux gens ce qui vous arrive, personne n'a l'oreille pour vous, personne ne vous comprend, peut-être que vous êtes en train de raconter des conneries. Et voilà. Il m'est arrivé une fois aussi d'aller voir un prêtre. À un moment, d'aller voir un prêtre, et puis le prêtre me sort des psaumes, des trucs de lecture à faire. Et la nuit, je suis rentré, j'ai encore eu les attaques, c'était terrible, c'était terrible. Donc, voilà, donc ce que j'ai vécu donc, jusqu'à 22 ans. Et à 22 ans, donc, j'ai eu, je pense que c'était même, oui, 21 ans, voilà, 21 ans à peu près, j'avais été victime d'une possession. Une possession, voilà, une possession. Donc il y a une entité qui était en moi et physiquement je la ressentais. Et cette entité avait été mise en moi pour m'empêcher, déjà pour en finir avec moi, ou alors pour m'empêcher de continuer mon travail énergétique. Donc chaque fois que j'absorbais de l'énergie, chaque fois que j'essayais de euh, travailler sur moi, chaque fois que j'essayais d'activer les centres énergétiques en moi ou me remplir énergétiquement, ça activait cette entité-là et cette entité-là faisait du bordel dans mon organisme. Donc, ce qui fait que j'avais arrêté de travailler mes travaux énergétiques, au moins pendant de recharge, de construction des différents corps. J'avais arrêté de faire cela au moins pendant 7 ans. Et chaque fois que j'allais donc chez un maître ou un marabout ou un guérisseur pour m'aider, soit il tombait gravement malade, soit il me chassait. Il disait qu'il ne peut pas. Parce que quand il essayait, ceux qui avaient mis venaient le menacer la nuit ou alors venaient le chicoter. Et voilà. Donc c'est comme ça que, voilà, j'étais dans une situation assez délicate. Et toujours à mes 22 ans, j'ai dit, bon, voilà. Il y a des gens qui sont quand même bien, ils sont dans les loges, on entend parler, on dit que c'est mauvais. Voilà. J'ai pas besoin de détailler les loges. Voilà. On dit que c'est mauvais, ben, peut-être il faut même, peut-être c'est même là-bas qu'il y aura la solution, parce que ces gens, ils sont dans les loges, mais néanmoins, ils vivent longtemps, ben, ils ont des bons postes, ils ont des belles voitures, ils voyagent, ils ont des enfants et tout, peut-être c'est même ça qui est bien. C'est comme ça que je suis entré dans plusieurs loges. Voilà, je suis entré dans plusieurs loges. Euh, je vais quand même en parler. Que ce soit les loges maçonniques, que ce soit les loges chrétiennes, que ce soit euh, des loges indiennes. Je suis entré dans plusieurs loges. Et mon but, c'était de faire quoi? De me libérer de ce qui me perturbait.
Mais quand je suis entré dans ces loges, j'ai pas eu la solution à mon problème. Parce que ceux que je rencontrais disaient non, c'est rien, on peut gérer, j'ai pas de solution à mon problème. Et, et les attaques, les problèmes, ça ne finissait pas. Il y avait toujours des attaques. Il y avait des techniques que vous pouvez utiliser quand vous vous connectez à l'égrégore par méditation, connexion directe. Vous ressentez un certain apaisement, mais le négatif ne partait pas. Et vous ne ressentez pas vraiment la pureté. Vous ressentez toujours une certaine lourdeur. C'est un peu comme si vous avez mal, un organe qui est en train de pourrir, vous avez mal quelque part sur votre corps, on vous donne des paracétamol ou des anti, je sais pas, on ne donne même pas les antibiotiques, on donne des paracétamol, des choses pour calmer la douleur. Donc voilà comment ça s'est passé. Et dans celle où j'étais, je parlais bien de ces loges-là, naturellement. J'aidais ceux qui voulaient y adhérer, je parrainais ceux qui voulaient être parrainés. Et j'officiais également, j'officiais dans ces loges-là. Mais quand j'ai fait mon déplacement, je suis arrivé en Russie, les choses avaient l'impression de se calmer parce que bon voilà, je ne faisais plus trop ces rituels-là et les choses se calmaient un peu. Après un jour, j'ai décidé parce que dans ces loges, on travaillait les sanctuaires, j'ai décidé de recréer un sanctuaire où je me trouve et pouvoir continuer à faire les rituels comme il fallait le faire, normalement en tant que membre de ces autres là. Et c'est là que le déclic s'est passé parce que quand j'ai fait le rituel de consécration de l'endroit, qui était donc supposé être donc mon sanctuaire privé pour entrer en contact avec ces esprits et cet égrégore-là, c'est là que les attaques ont recommencé d'une façon très sauvage. Et là, j'ai appelé donc le grand maître de l'un de ces ordres. Il est déjà arrivé au Cameroun plusieurs fois. Beaucoup de présidents africains aussi l'appellent. Voilà, beaucoup de chefs d'État africains l'appellent, négocient avec lui et tout. Moi aussi, je l'ai appelé. J'ai parlé avec lui au téléphone et je lui ai fait comprendre que, bon voilà, je suis quand même membre depuis un bon bout de temps, plus de 7 ans. Et pourquoi est-ce que je dois encore subir cette forme d'attaque et tout? Pourquoi est-ce que je dois toujours subir certains problèmes? Je ne ressens pas vraiment euh, de l'aide alors que je fais tout ce qu'on me demande de faire. Et il a dit, bon, il faut que je patiente, les choses vont être réglées. Et les jours qui suivaient, les attaques étaient juste encore plus violentes. Mais là, je l'ai appelé, je l'ai contacté, j'ai dit, j'ai démissionné. J'ai dit, au revoir, je ne veux plus être en contact. J'ai fait ma lettre de démission. Et voilà, tout ce qui concernait cet ordre-là, je me suis en débarrassé. Et je suis entré dans un mouvement initiatique africain, une loge africaine. Dans ces loges africaines, j'ai fait quelques mois, les choses avaient l'impression d'aller bien. Mais après, les choses ont encore tourné au vinaigre. Et je pense qu'à un moment, à ces périodes-là, j'avais eu un message où j'entendais carrément comment quelqu'un me parlait, me disait, tu as déjà tout, on ne sait pas ce que tu cherches. Vous aimez toujours aller chercher les problèmes ailleurs. Un truc comme ça. Je ne comprenais pas vraiment ce que ça signifiait. Après, j'ai commencé à voir des choses bizarres. Je dors le matin, je me réveille avec le feu sur le lit. Pas de rêve, vous réveillez avec le feu sur le lit. Le feu, regardez le feu comme ça. Je me dis, ben, je vais faire comment? Je filme ça avec mon téléphone ou je vais faire comment? Je vais raconter ça à qui et tout. Et j'étais carrément dépassé. Un autre jour, je vois le feu. Le matin, toujours, je vois le feu. Cette apparition, c'était beaucoup plus ce matin. Je vois le feu qui est devant moi, un feu à peu près de 1 mètre. Et le feu est tout simplement là. Je suis là éveillé à 6 heures. Je regarde le feu, ça me regarde. Et les attaques étaient toujours... les attaques étaient de retour. Donc, il y avait des attaques qui venaient. Et je faisais des rituels en utilisant... j'ai fait un rituel une fois en utilisant la couverture, ce que je me couvrais avec.
me disant que bon, j'ai fait le rituel de prière qui est enseigné dans cet ordre africain-là, me disant que ça va me permettre d'être dans cette rigole et d'être protégé pendant mon sommeil. Non, au contraire, les attaques étaient terribles. Et là où la goutte doit déverser le vase, c'est que un matin, une jeune femme apparaît, elle avait un drap, même pas une jeune femme, une jeune fille, à peu près de 12 ans. Elle apparaît, elle me dit que le sous-préfet veut te voir. Une façon de dire que, mon ami, ton temps est venu. Ben, c'est là que j'ai dit, ben, ça ne peut pas se passer comme ça. J'ai pas fini ce que j'ai à faire et voilà. Et j'ai donc décidé d'aller dans la nature pour faire appel à mes guides, à mes ancêtres, suivant le rituel que je connaissais. Et j'ai fait appel et ils m'ont répondu. Et j'ai eu confirmation qu'il fallait que je me débarrasse de tout ça, que je fasse table rase et que je passe à autre chose. Et c'est par reconnaissance ou alors par décision profonde ou alors même c'est par rapport à ma mission de vie que j'ai donc décidé de faire quelque chose qui va euh, aider les autres. Parce que j'ai vu quand même, je suis passé par beaucoup de choses et j'ai pas laissé ma peau. J'ai compris finalement que les guides ont voulu que je passe par cela pour pouvoir être capable d'orienter les autres. Parce que, voilà, euh, la jeunesse actuelle dans cette ère du vaisseau se détruit à cause de l'ignorance, à cause de la mauvaise information. Et la plupart d'humains vivent cela, que ce soit la jeunesse africaine, que ce soit même occidentale et autres. Beaucoup de gens veulent s'intéressent à la spiritualité, mais ils ne savent pas où aller. Ils s'intéressent euh, à les pratiques magiques, travail énergétique et toutes ces choses-là, mais ils ne savent pas où aller et voilà, ils se retrouvent dans des cas où ils vont être possédés, ou vont être utilisés. Donc, c'est après dans cette période-là que j'ai donc eu l'inspiration ou alors, vous savez, l'inspiration c'est un message télépathique. Voilà, c'est après ça que j'ai donc eu donc ce feu vert là pour commencer à échanger avec, partager cette connaissance là sur YouTube, partager ces informations là. Et quand j'ai commencé donc à les faire, il y a beaucoup qui venaient avec des problèmes qui étaient liés toujours à ce que j'ai eu à traverser moi-même. Et c'est pourquoi j'ai donc pensé qu'il sera mieux de mettre sur pied une école pour échanger, pour partager mon expérience avec les autres. Voilà. Et l'entité qui me perturbait, finalement, quand je suis arrivé donc en Russie, j'ai continué à faire mes recherches. J'ai eu, parce qu'ici en Russie également, il faut noter que les Russes sont assez développés au niveau de la spiritualité. Voilà. Et ils ont renvoyé beaucoup ça à de la science. Voilà. Ils ont renvoyé ça à de la science, comme par exemple, si on vous parlait des auras, on explique bien, parce qu'il y a des stages ici auxquels j'ai assisté, on vous explique bien comment les émotions vont agir sur l'aura, comment l'aura va agir sur la protection, comment les attaques sont... c'est facile de recevoir des attaques, de subir des attaques quand vous avez une mauvaise aura. On vous explique donc quelles sont les choses qui font en sorte que l'aura, le taux vibratoire soit rabaissé. On vous explique ça de façon scientifique. Voilà, et ça c'est assez intéressant. Donc avec cet apprentissage que j'ai eu à faire par la suite, ici en Russie, avec les expériences que j'ai eu à faire, avec d'autres mystiques que j'ai eu à rencontrer, j'ai donc pu développer un programme de déparasitage
de purification, de libération, qui m'a permis donc de me libérer de cette entité qui me perturbait pendant près de 7 ans. Parce que malgré ces loges, malgré ces maîtres que j'ai vus, malgré tout ça, j'avais pas pu m'en libérer. Mais j'ai pu m'en libérer une fois que après avoir fait ces expériences, après avoir fait une synthèse, j'ai donc pu m'en libérer définitivement de ce qui me perturbait. Voilà. Et c'est après cela donc que j'ai décidé de... Parce que les gens venaient beaucoup me demander de faire m'insupier une école. J'ai décidé donc de m'insupier l'école Camille. Voilà. Mais bien avant d'en arriver là, je me rappelle toujours quand j'étais dans les 20 ans, 21, j'ai eu à rencontrer des mystiques parce que voilà, c'était maître, parce que je voulais entrer en contact avec des sirènes, parce que voilà, il y a une fois, j'étais allé avec un ami, je ne sais pas si j'ai parlé de ça, on est allé quelque part parce que vraiment il voulait euh, commander un porte-monnaie magique et ce qui nous poussait souvent à rencontrer, aller chercher cela chez plusieurs différents maîtres et on s'est fait avoir plusieurs fois. Il s'est fait avoir, je me suis fait avoir, on s'est fait avoir plusieurs fois en ce qui concerne cela. Mais une fois, on a rencontré quelqu'un qui faisait ça réellement. Il s'appelait Fakir. Il est dans la zone de, il était dans la zone de Boumibel. Voilà. Et c'est un grand maître de magie indienne et il faisait beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire, il pouvait faire apparaître de la nourriture, faire apparaître du vin, faire manger et boire une cinquantaine de personnes. Euh, si vous voulez arriver, par exemple, à Kribi, parce que, bon, moi, pour Kribi, c'est... Bébé Kribi, autant pour moi, c'est à peu près 2 heures de temps. Vous partez avec une belle voiture, ils ont une voiture neuve, gros moteur là. Lui part avec une vieille voiture, mais il arrive au moins 30 minutes avant vous. Ils ont quelques heures, bref, ça lui prend que quelques minutes pour y arriver en fait. Donc il avait certains secrets, il avait certaines choses qu'il faisait et voilà. Donc une fois, j'étais allé avec une personne parce qu'il voulait, comme on dit souvent chez nous au Cameroun, vivre ou mourir jeune. Et il voulait faire ce pacte-là pour avoir de l'argent et beaucoup d'argent et il va mourir après, il s'en fout. Et il a eu à faire ce pacte, mais ce que j'avais retenu sur ce qui s'était passé, c'est que on était allé chez le grand maître, on nous a reçus, on nous a donné un moment pour dormir. Et la nuit, il a été réveillé 2 fois. Mais le matin, quand on s'est assis, il m'a raconté tout son rêve. Et son rêve était presque réel. Il a raconté ce qui s'est passé, il a raconté le montant qu'on lui a proposé. Tout était bien dans sa tête. Il m'a très bien raconté tout ce qui s'est passé avec tout le détail. Je ne vais pas vous raconter la suite, peut-être que ça serait une autre fois. Mais ce que j'avais compris ici, c'est que ces gens qui font des pactes là, d'argent et de toutes ces choses-là, une fois que la personne a marqué sa volonté, tout va se négocier dans le plan onérique avant de se clôturer dans le plan physique. Donc vous allez voir les gens qui vont venir à la suite, qui vont venir poser des questions en ce qui concerne les porte-monnaies magiques, toutes ces histoires-là. Et comme je dis toujours que c'est de la merde, j'en ai vu des gens qui ont eu affaire et après ils sont morts parce que ça les demandait de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Voilà. Donc, quand je vous parle souvent du danger des porte-monnaies magiques, des dangers de contact avec les esprits, certains esprits, c'est parce que j'ai expérimenté ça moi-même. J'aurai le temps pour en parler avec vous pendant mes vidéos. Voilà, parce que j'ai expérimenté cela moi-même et j'ai vu beaucoup de personnes, je vais dire même des amis avec qui on partait chercher les choses. Voilà, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont plus là. Voilà, qui sont plus là parce que voilà, soit ils ont fait ça, comment ça marche, après les conditions les ont dépassées. Moi, j'ai eu la chance que j'ai jamais finalisé l'une de ces opérations-là.
à cause des conditions ou à cause du fait que je changeais peut-être d'avis à la fin. Bref, c'était pas ma route. Et ça me fait plaisir de faire ce type de partage avec vous parce que je sais que dans ce que je dis, il y en a qui vont un peu se reconnaître et ça va les permettre d'éviter certaines erreurs. Voilà. Je pense que ça c'est assez en ce qui concerne mon parcours. Voilà. J'aurai la possibilité plus tard de parler encore de certaines de mes expériences. Voilà. Au TEP et à très bientôt.